Mon père a claqué sa lourde main à plat sur la table à manger en chêne massif. L'impact soudain fit vibrer violemment les fourchettes en argent contre les assiettes en porcelaine coûteuse. La salle à manger devint complètement silencieuse. Il me regarda directement, son visage vidé de toute chaleur paternelle, entièrement remplacé par un regard froid et autoritaire. « C'est la famille, Gideon, tu partageras. Son mariage est important. Ton frère en a plus besoin que toi d'un autre ensemble d'outils graisseux. » De l'autre côté de la table, Cachion, mon frère cadet, se cala dans son fauteuil moelleux. Un sourire suffisant, et complètement inaccessible, se posa sur son visage parfaitement hydraté. Ma mère, Béatrix, assise à côté de lui, acquiesçait avec un accord furieux, ses yeux perçants me défiant de parler à tort et à travers. Ils l'avaient vraiment fait. Ils avaient agi dans mon dos, falsifié les documents, et signé les papiers pour piller complètement toutes mes économies. Je les regardais tous les trois, sentant une étrange froideur, un froid absolu, me glacer le dos. Ma main droite bougea instinctivement, mes doigts rugueux frottant l'épaisse cicatrice de brûlure en relief sur mon avant-bras gauche. Puis je souris. C'était un petit sourire, tranquille, et d'un calme terrifiant. « Parfait, dis-je, ma voix complètement monocorde et légèrement réverbérée dans la pièce tendue. Il peut payer le traiteur avec les 15 cents que j'ai laissés. » Pour vraiment comprendre comment un dîner de famille dominicale routinier a muté en une scène de crime de confiance brisée, il faut remonter exactement 5 jours en arrière. C'était un mardi soir. L'air à l'intérieur de l'atelier de soudure industrielle et commerciale du quartier industriel de l'Ohio était épais, suffocant, et lourd de l'odeur âcre de l'ozone brûlé, du feu de soudure fondue, et de l'acier chaud. J'avais 29 ans, et j'avais passé les 11 dernières années de ma vie à supporter ce genre de chaleur brutale, portant un lourd tablier en cuir qui me donnait l'impression d'une seconde peau permanente. Il était 11 heures du soir. L'immense atelier était presque vide, éclairé seulement par les éclairs bleus et blancs aveuglants de mon poste à souder à l'arc. J'étais en train de réaliser un cordon de soudure complexe sur une tuyauterie commerciale haute pression, mes mains stables, mon esprit complètement vide, entièrement absorbé par le rythme répétitif du travail. Puis mon téléphone vibra dans ma poche avant. Ce n'était pas une simple notification de texte. C'était un bourdonnement persistant et urgent qui réussit d'une manière ou d'une autre à percer le lourd ronronnement mécanique rythmique des ventilateurs suspendus. Normalement, je ne réponds jamais aux appels sur l'atelier. C'est dangereux, et cela nuit à la concentration. Mais l'identifiant de l'appelant qui clignotait sur l'écran montrait un numéro que je reconnus immédiatement. C'était la ligne interne de prévention de la fraude et de gestion des risques de ma banque. J'éteignis immédiatement le chalumeau. L'obscurité soudaine fut déconcertante. Je relevai ma lourde cagoule de protection, essuyant un épais mélange de suie noire et de sueur de mon front avec le dos d'un gant sale et cicatrisé par la chaleur, et j'appuyai sur le bouton vert d'acceptation. Une voix de femme retentit dans le haut-parleur. Elle semblait hésitante, très professionnelle, mais portait une sous-couche indubitable de réelle inquiétude. Elle se présenta comme Deline, une spécialiste principale en gestion des risques. « Monsieur Calistet », commença-t-elle, prenant une respiration lente et mesurée. « Je vous appelle ce soir car j'ai personnellement remarqué une demande d'autorisation très inhabituelle signalée dans notre système concernant votre compte fiduciaire principal. Techniquement, je devrais simplement traiter la paperasse et la faire passer si les signatures correspondent à nos anciens dossiers. Mais quelque chose dans ce profil spécifique me semblait très étrange. J'avais besoin de vous entendre directement avant de cliquer sur « Approuver ». Je retirai mes lourds gants de travail, les laissant tomber sur le béton, et m'appuyai contre l'acier froid du tuyau non soudé. Quel genre de demande d'autorisation, Deline ? C'est une demande visant à accorder la pleine copropriété et des droits de retrait complètement illimités à une tierce partie. Plus précisément, elle nomme un monsieur Cachion Calistet comme nouveau co-signataire. Mes poumons cessèrent simplement de fonctionner. Le bruit ambiant de meulage de l'atelier industriel sembla s'estomper en un bourdonnement sourd, lointain, et aigu dans mes oreilles. Je n'ai jamais autorisé cela, dis-je, ma voix résonnant à peine par-dessus le ronronnement des ventilateurs d'extraction, serrés par une panique soudaine. Personne n'a accès à cet argent à part moi. C'est un compte complètement privé. C'est exactement ce que je pensais, répondit Deline doucement. Mais la demande a été soumise en utilisant une ancienne clause de tutelle datant d'il y a 13 ans, à l'époque où le compte a été établi pour la première fois. Elle inclut un addendum de procuration médicale signé et notarié par un monsieur Montgomery Calistet.
Le dossier officiel prétend que vous avez récemment subi un grave accident du travail, entraînant un stress psychologique temporaire et une absence totale de capacité cognitive à gérer vos propres finances. Il invoque une urgence financière familiale pour obtenir un accès immédiat et incontesté au fonds. Je restais là, dans la faible lumière ambrée vacillante du garage industriel, fixant le sol en béton couvert de copeaux de métal et de laitiers refroidissants. Il m'avait déclaré mentalement incompétent. Mon propre père avait systématiquement forgé un récit médical, dépeignant son fils aîné comme un ouvrier ayant subi des lésions cérébrales, juste pour que mon jeune frère puisse mettre ses mains manucurées sur de l'argent qu'il n'avait jamais gagné en travaillant une seule heure. Il pensait qu'un gars qui rentrait chez lui couvert de graisse et de poussière de métal chaque nuit ne prendrait jamais la peine de lire les petits caractères d'un relevé financier. Il croyait honnêtement qu'un diplômé du secondaire travaillant dans un emploi manuel serait trop ignorant pour comprendre l'infrastructure bancaire. Ils avaient tort. Si incroyablement, si catastrophiquement tort. Parce que s'il y a une chose que l'on apprend quand on passe sa vie entière à inspecter des pipelines commerciaux à haute pression, c'est ceci: les soudeurs sont les meilleurs au monde pour trouver les fissures cachées avant que tout le système n'explose. Et ma famille venait de me donner le marteau de démolition. L'argent n'était pas le leur au départ. Et c'est cette partie qui rendait leurs droits si écœurants. Il venait directement de mon grand-père, Arlon. C'était un homme tranquille, robuste, profondément cynique qui avait passé 40 ans de sa vie à travailler comme mécanicien de machinerie lourde pour le comté. Quand il est décédé il y a 13 ans, je n'avais que 16 ans. Pendant que mes parents et Cachion se battaient férocement pour la maison, les meubles anciens, et la police d'assurance vie, grand-père Arlon m'avait laissé quelque chose de très spécifique et de très discret. Il m'avait laissé une clé à molette rouillée et robuste pour tuyaux en fer, et un compte fiduciaire verrouillé contenant exactement 60 000 $. Je me souviens clairement de ce mardi matin humide, en deuil, lorsque l'avocat de succession a lu le testament. Grand-père avait laissé une note manuscrite attachée aux documents financiers. Elle était griffonnée à l'encre noire épaisse sur un morceau de papier d'atelier jauni et graisseux. Elle disait: « Gideon, ne laisse jamais les ombres brillantes des autres couvrir ta vraie valeur. Construis tes propres fondations, car personne dans cette pièce ne les construira pour toi. » Il était la seule personne de toute la famille à m'avoir jamais vraiment vu. Il savait que je n'étais pas l'enfant prodige. Il savait que j'étais l'invisible, le gamin assis tranquillement dans un coin, avec de la terre sur ses jeans et de la graisse sur ses jointures, tandis que Cachion était exhibé dans le salon, en chemise cintrée, récitant des poèmes pour les parents en visite. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai obtenu le contrôle légal total de la fiducie, j'ai pris ces 60 000 $ et je les ai placés sur un compte d'investissement à haut rendement. Je n'en ai jamais touché un seul centime. Ni pour une voiture, ni pour des vacances, ni pour un meilleur appartement. Au lieu de cela, je suis allé directement sur le marché du travail. J'ai pris les emplois les plus difficiles, les plus chauds, les plus toxiques que l'industrie du soudage commercial avait à offrir. Pendant 11 années épuisantes, ma vie a été un cycle incessant et éreintant de travail physique. Je travaillais 60 heures par semaine, et parfois, pendant la période de pointe hivernale, j'en travaillais 70. Mes mains sont devenues épaisses et calleuses. Ma peau perpétuellement tachée d'une fine couche de poussière métallique grise qu'aucune quantité de savon industriel ne pouvait laver. Si vous voulez un musée physique de ma douleur, il vous suffit de regarder mon bras gauche. Il y a une énorme cicatrice de brûlure, blanche et déchiquetée, qui s'étend de mon poignet jusqu'à mon coude. Je l'ai eu à 19 ans, en faisant un double quart brutal sans avoir dormi, parce que je voulais désespérément ajouter 1 000 $ à mes économies ce mois-là. Un morceau de scorie incandescente s'est détaché d'un joint et a brûlé à travers ma veste de protection, se logeant dans ma chair. Je n'ai pas pris un seul jour de congé. Je l'ai enveloppé dans de la gaze stérile dans les toilettes de l'atelier, j'ai pris 4 analgésiques sans ordonnance, bu un café noir, et je suis retourné à la chaîne de montage le lendemain matin. Pendant que je saignais et brûlais littéralement pour mon avenir, ma famille était occupée à financer agressivement Cachion. Lorsque Cachion a obtenu son diplôme de son université privée ridiculement chère, un diplôme en communication financé par 3 prêts à taux d'intérêt élevés que mes parents avaient contractés sur leur propre retraite, ils lui ont organisé une énorme fête traiteur dans leur jardin. Il y avait d'élégantes guirlandes lumineuses, du champagne importé coûteux, et 50 invités bien habillés. Je suis arrivé à la maison dans mon pick-up Ford rouillé, vieux de 20 ans, portant toujours mes lourdes bottes de travail et une chemise en flanelle délavée. Ma mère, Béatrix, m'a intercepté à la barrière latérale en bois avant même que je n'atteigne le patio.
Elle m'a regardé de haut en bas comme si j'étais un chien errant et malade qui s'était égaré sur sa pelouse parfaitement entretenue. Elle m'a dit de rester dans la cuisine et d'aider le personnel de restauration à laver les verres, car j'avais l'air trop sale et elle ne voulait absolument pas que les nouveaux amis d'entreprise de Cachan se sentent mal à l'aise. 3 ans plus tard, lorsque j'ai finalement obtenu mon certificat de soudage commercial principal, une qualification très respectée qui a nécessité des milliers d'heures de travail de précision dangereux et éreintant, ainsi que des tests rigoureux. J'ai apporté le document encadré au dîner dominical. Je l'ai posé fièrement sur la table. Ma mère l'a regardé pendant exactement 2 secondes, l'a poussé de côté pour faire de la place à un bol fumant de purée de pommes de terre, et a demandé avec empressement à Cachan comment allait son portefeuille immobilier commercial. C'est ce jour exact que j'ai complètement cessé d'essayer de les rendre fiers. Je vivais dans un petit appartement, courant d'air, d'une seule chambre, qui sentait constamment le vieux tapis humide et l'eau de javel industrielle. Je mangeais des haricots en conserve et du riz blanc bon marché 6 jours par semaine. Je conduisais un camion qui calait violemment si je restais trop longtemps à un feu rouge. Chaque dollar de rechange que je gagnais allait directement sur le compte de grand-père Arlon. Je regardais les intérêts s'accumuler silencieusement. Je regardais le capital croître année après année grâce à mon sang, ma sueur, et une discipline financière monacale absolue. J'ai transformé ces 60 000 $ originaux en 240 000 $. C'était ma forteresse. C'était la seule chose au monde qui était entièrement à moi. Ma famille pensait que j'étais fauché. Ils pensaient que je vivais dans une pauvreté écrasante parce que j'étais un raté paresseux et sans éducation. Ils n'ont jamais réalisé que je vivais dans la pauvreté parce que je construisais tranquillement un empire qu'ils ne pouvaient pas voir. Le déclencheur absolu de leur trahison ultime a commencé exactement un mois plus tôt, lors de la somptueuse fête de fiançailles de Cachan. Cachan avait toujours été l'enfant prodige, celui qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Mais récemment, il s'était élevé au rang de divinité locale aux yeux de mes parents. Il avait 26 ans, travaillant comme courtier immobilier de luxe en ville. Il était censé vendre des maisons valant des millions de dollars à de riches dirigeants technologiques et à des avocats d'entreprises impitoyables. Naturellement, il croyait devoir avoir l'air de la partie pour jouer le rôle. Lors de la fête de fiançailles, organisée dans un club de golf exclusif et haut de gamme que mes parents ne pouvaient absolument pas se permettre, mais qu'ils avaient quand même loué, Cachan avait l'air de sortir tout droit d'une séance photo pour un magazine financier. Il portait un costume en soie italienne sur mesure qui tombait parfaitement sur ses épaules. Une énorme montre Hubble dorée et ostentatoire captait la lumière du lustre à chaque fois qu'il levait son verre en cristal. Il se tenait au centre exact de la pièce, faisant grand bruit. Un bras enroulé de manière possessive autour de sa magnifique fiancée, Alon. C'était une fille douce, naïve, de la classe moyenne supérieure, qui regardait mon frère comme s'il était l'homme le plus intelligent et le plus prospère de la Terre. Cachan parlait bruyamment à ses parents de ses divers portefeuilles d'investissement, de l'utilisation d'actifs liquides, et du gigantesque appartement terrasse qu'il louait actuellement dans le quartier financier du centre-ville. Je me tenais près du mur du fond, tenant une simple boisson gazeuse, portant la seule chemise boutonnée propre et à peu près formelle que je possédais. Elle ne me convenait pas parfaitement, tirant légèrement aux épaules, et les poignets étaient visiblement effilochés. Ma mère apparut à côté de moi de nulle part, comme un fantôme furieux. Elle me saisit le bras, ses ongles manucurés et pointus s'enfonçant douloureusement dans mon biceps. « Gideon, s'il te plaît » siffla Béatrix sous son souffle, gardant un sourire radieux, tendu, et complètement faux, plaqué sur son visage pour le bénéfice de la pièce. « Peux-tu au moins essayer de te tenir droit ? Tu te tiens affalé comme un mécanicien fatigué. Et reste loin des parents d'Alon. Ce sont des gens très conservateurs, très riches. Je ne veux pas que tu parles de ton drame syndical déprimant et que tu ruines l'image de Cachan. Il a une réputation très fragile à maintenir dans ses cercles. » Je n'ai pas discuté. Discuter avec Béatrix, c'était comme essayer de souder une éponge mouillée. Je me suis contenté de retirer mon bras silencieusement et de me retirer plus loin dans l'ombre près du bar ouvert, content d'être invisible. Mais des profondeurs des ombres, on voit des choses que les gens sous les feux de la rampe essaient désespérément de cacher. J'ai observé Cachan attentivement toute la nuit. Malgré son rire fort et retentissant, et sa posture agressivement confiante, quelque chose n'allait pas, terriblement et fondamentalement. J'ai remarqué que sa jambe gauche rebondissait frénétiquement sous la table chaque fois qu'Alon détournait le regard pour parler à ses demoiselles d'honneur. Je l'ai vu vérifier son téléphone toutes les 5 minutes,
sa mâchoire si serrée que les veines et les muscles de son cou se tendaient visiblement contre son col de soie. Il transpirait dans une pièce climatisée. La vraie fissure indéniable dans la façade est apparue vers 10 heures du soir. Cachon s'est approché du bar en marbre pour commander une 3e bouteille de champagne millésimée incroyablement chère pour ses amis odieux. Je me tenais à quelques pas, entièrement masqué par une grande plante décorative feuillue. Il a tendu avec assurance une carte de crédit haut de gamme, élégante et lourde en métal, au barman. Le barman l'a glissée dans le terminal. La machine a bipé. Une lumière rouge, vive et agressive, a clignoté sur l'écran. Le barman a froncé les sourcils, a essuyé la bande magnétique sur son tablier, l'a glissé une seconde fois, et a lentement secoué la tête. Désolé, monsieur. Le système indique qu'elle est refusée. Avez-vous un autre moyen de paiement? Le visage de Cachon s'est instantanément vidé de toute couleur, devenant d'un gris pâle et maladif. Il avait l'air complètement paniqué, ses yeux fuyant comme un animal piégé cherchant une issue. Sa main tremblait violemment alors qu'il reprenait la lourde carte métallique et fouillait frénétiquement dans ses poches de costume pour en trouver une différente, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule toutes les 2 secondes pour s'assurer qu'Alon ne le regardait pas. Il a tendu une seconde carte, une carte en plastique standard, et celle-ci a finalement passé après un délai tendu de 3 secondes. Il a saisi la bouteille froide de champagne par le goulot et a pratiquement sprinté vers sa table, forçant un rire bruyant en versant les boissons. C'était un petit moment, apparemment insignifiant, une minuscule fracture dans la grande illusion. Mais j'avais passé toute ma vie autour de la haute pression. Je savais exactement à quoi cela ressemblait quand un tuyau était sur le point d'éclater. Je connaissais le regard frénétique et terrifié d'un homme qui se noyait tranquillement dans ses propres choix. Je ne savais juste pas qu'il prévoyait activement de m'utiliser comme sa bouée de sauvetage personnelle. La vérité horrible éclata la nuit suivante, et j'étais le seul auditeur. Après la somptueuse fête de fiançailles, j'avais bêtement laissé ma lourde caisse à outils dans le coffre de la berline de mon père. Mon camion rouillé avait eu des problèmes plus tôt dans la journée, crachant de la fumée blanche, et il avait à contre-cœur proposé de transporter les outils sur le lieu au cas où quelque chose aurait besoin d'être réparé. J'avais désespérément besoin de ces outils pour un quart de travail industriel tôt le matin. Je me suis donc rendu à leur maison dans la banlieue tranquille vers 9 heures du soir pour les récupérer. Je n'ai pas pris la peine de sonner. Je suis entré par la porte latérale du garage en utilisant l'ancien code numérique délavé que j'avais mémorisé depuis le lycée. La maison était complètement sombre, silencieuse comme une tombe, à l'exception d'une fine et vive bande de lumière jaune s'échappant du couloir de la cuisine sur le parquet. J'étais sur le point de crier pour annoncer ma présence et récupérer mon équipement lorsque j'ai entendu le son indubitable de quelqu'un qui pleurait. Ce n'était pas un cri doux, triste, digne. C'était le sanglot laid, mouillé et hyperventilé d'un homme adulte qui avait complètement perdu le contrôle de sa réalité. Je me suis instantanément figé dans le couloir sombre, mes lourdes bottes de travail complètement silencieuses sur l'épais tapis. J'ai retenu mon souffle et me suis approché de la porte de la cuisine, le dos appuyé contre le mur. Cachon était affalé sur l'îlot de cuisine en granit coûteux, la tête profondément enfouie dans ses mains. Sa coûteuse veste de costume en soie, celle qu'il avait exhibée la nuit précédente, était jetée négligemment sur le sol comme un chiffon sale. Ma mère se tenait juste à côté de lui, lui frottant doucement le dos en cercles apaisants, tandis que mon père, Montgomery, faisait les 100 pas sur le linoléum de la cuisine, le visage rouge de panique furieuse. C'est 45 000 $, papa, s'étouffa Cachon, sa voix craquant, épaisse de mucus et de terreur. 45 000 en prêts obscurs à taux d'intérêt élevé. Je n'ai pas conclu une seule affaire immobilière en 8 mois consécutifs. Le marché immobilier s'est complètement asséché. La Mercedes est en leasing, et les gars de la récupération viendront la prendre du parking du bureau la semaine prochaine. Le loyer du Penthouse est en retard de 3 mois, et ils ont commencé les procédures d'expulsion. Même le diamant de la bague d'Alon est sous un plan de paiement à taux d'intérêt élevé que j'ai manqué le mois dernier. Si elle découvre que je suis complètement fauché, elle annulera le mariage. Sa famille détruira complètement ma réputation dans cette ville. Je restais parfaitement immobile dans l'obscurité, respirant à peine. L'enfant prodige était entièrement faux. Tout ce qu'il possédait. Chaque once de respect qu'il exigeait du monde avait été acheté avec de l'argent toxique emprunté qu'il n'avait absolument pas. J'attendais dans l'ombre que mon père explose. J'attendais que Montgomery me fasse la dure leçon sur la responsabilité personnelle, sur le fait de vivre selon ses moyens, sur la valeur d'un dollar durement gagné.
La même leçon brutale qu'il me donnait chaque fois que j'achetais une marque de bottes de travail légèrement plus chère et durable. Au lieu de cela, mon père cessa de faire les 100 pas. Il se pencha lourdement sur l'îlot de cuisine, sa voix baissant jusqu'à un murmure froid, calculé et mécanique. « Écoute-moi, dit Montgomery, son ton mort est absolument impitoyable. Alon ne doit pas le découvrir. Les relations de son père sont trop importantes. Ce mariage est la seule chose qui maintienne ta réputation et la position sociale de cette famille intacte. Nous allons arranger ça discrètement. » « Comment » sanglota Cachion dans ses mains. « Toi et maman, vous êtes à sec. Vous avez pris une deuxième hypothèque juste pour payer mes études. Il ne nous reste rien. » « Ton frère » murmura ma mère. Béatrix caressa doucement les cheveux de Cachion, sa voix d'un calme glacial. « Le compte fiduciaire de Gideon, celui que son grand-père lui a laissé. Il a fructifié, intact, depuis plus d'une décennie. Gideon ne me donnera jamais un centime, ricana amèrement Cachion, s'essuyant le nez. Il me déteste. Il n'a pas à te le donner, dit Montgomery, sa voix complètement dénuée de toute hésitation morale ou de culpabilité. J'étais le tuteur légal original de ce compte quand il était mineur. J'ai toujours les anciens dossiers de procuration légale enfermés dans le coffre en bas. Le fonds du soudeur contient 240 000 $. Nous avons vérifié les relevés trimestriels qui sont arrivés par la poste l'année dernière avant de les jeter au destructeur. Il n'a pas besoin de ce genre d'argent. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, aucune ambition. Il passe toute sa vie pathétique à se cacher dans ce sale atelier de soudure. Cet argent est juste là, à pourrir, alors que toi, tu as un véritable avenir à protéger. Donne-moi les formulaires de procuration médicale que j'ai imprimés d'Internet. Je vais les signer tout de suite. Nous dirons à la banque qu'il a eu un accident et qu'il a perdu la tête. Je sentis l'air quitter violemment mes poumons. Ce n'était pas une explosion soudaine de rage incandescente. C'était d'infiniment pire. C'était le poids écrasant et suffocant de réaliser que mon propre sang me considérait comme rien de plus qu'un compte bancaire biologique. Ils étaient entièrement disposés à commettre une fraude fédérale, à me déclarer légalement inapte mentalement, à voler l'argent pour lequel j'avais brûlé ma propre peau et sacrifié ma jeunesse, juste pour payer le style de vie luxueux, faux et pathétique de mon frère. Je reculai lentement dans le couloir. J'ouvris la porte du garage complètement silencieusement, sortis dans l'air glacial de la nuit, et partis sans mes outils. Je retournai à mon petit appartement, courant d'air, dans un silence complet et absolu. Je ne criais pas dans le volant. Je ne frappais pas le tableau de bord. Je ne pleurais pas. Le temps de la colère, le temps de la douleur était complètement révolu. La colère est une émotion chaude, chaotique et incontrôlable. Le soudage exige une précision froide et absolue. Il faut savoir exactement où appliquer la chaleur pour couper le métal proprement sans détruire toute la structure. Cette révélation dans l'obscurité eut lieu le lundi soir. Le mardi soir, comme je l'ai mentionné, Deline de la banque m'a appelé pour confirmer que les documents frauduleux avaient bien été soumis. Lorsque Deline a fini d'expliquer les détails profondément troublants de la procuration médicale que mon père avait utilisée pour me déclarer incompétent, je ne l'ai pas injurié. J'ai parlé d'une voix calme, plate et mesurée, qui me surprit même par son absence absolue d'émotion. Deline, je suis d'un esprit et d'un corps parfaitement sains. Mon père tente de commettre une fraude financière grave. Je veux que cette autorisation soit refusée immédiatement, et j'ai besoin de liquider et de retirer chaque centime de cette institution d'ici demain matin. Deline parut énormément soulagée à l'autre bout du fil. Je peux absolument vous aider avec cela tout de suite, monsieur. Parce que vous êtes le principal bénéficiaire de la fiducie et que vous avez bien plus de 18 ans. Votre autorisation verbale et numérique directe annule complètement toute ancienne paperasse de tutelle qu'il pourrait essayer d'utiliser. Nous pouvons initier un virement bancaire fédéral vers un nouveau compte privé, très sécurisé, dans une autre institution bancaire. En raison du montant, cela prendra environ 48 heures pour être compensé par la Chambre de compensation fédérale. D'ici vendredi après-midi, l'argent sera complètement hors de notre système et entièrement intouchable. Faites-le, dis-je. Le lendemain matin, mercredi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma carrière. J'ai pris mon premier jour de maladie en 11 ans. J'ai enfilé mes jeans les plus propres, me suis rendu dans une banque fédérale totalement différente, à l'autre bout de la ville, loin du quartier de mes parents. Je me suis assis dans un bureau vitré, calme et climatisé,
avec un banquier personnel senior, et j'ai ouvert un compte coffre privé à haut rendement. Je leur ai donné des instructions documentées extrêmement strictes, personne portant le nom de famille Calisté n'était autorisé à savoir que ce compte existait, encore moins à y accéder sans ma présence physique et une authentification à 2 facteurs. J'ai initié le virement bancaire massif, 239 999,85 $. J'ai spécifiquement et délibérément demandé au banquier personnel de laisser exactement 1500 sur l'ancien compte fiduciaire. Le banquier parut confus, mais j'ai insisté. J'avais besoin que le compte original reste complètement ouvert et actif dans leur ancien système informatique. Si je le fermais complètement, le système automatisé de la banque générerait et enverrait automatiquement une lettre de notification de clôture physique à l'adresse de résidence enregistrée, qui était toujours la maison de mes parents. Je devais les laisser complètement dans l'ignorance. Je devais qu'ils se connectent le lundi matin, s'attendant à voir une mine d'or qui changerait leur vie, pour ne trouver que l'équivalent numérique d'un majeur levé. Je devais qu'ils croient que leur plan malveillant fonctionnait parfaitement, jusqu'au moment exact où je verrais leur monde entier s'effondrer en temps réel. Pendant les 48 heures suivantes, j'ai agi comme un fantôme. Je suis retourné à l'atelier de soudure pour mes quarts de nuit épuisants. J'ai mis mon lourd tablier en cuir. J'ai abaissé ma cagoule de protection. J'ai allumé l'arc, et j'ai regardé la lumière blanche aveuglante fusionner les énormes tuyaux d'acier. Personne à l'atelier, ni le contremaître, ni mes collègues, ne savait que le type discret et sale, debout dans un coin, venait de sécuriser légalement près d'250 000 $ en espèces. Personne ne savait que j'étais en train d'orchestrer l'exécution financière absolue de ma propre famille. Le vendredi après-midi, pendant ma pause déjeuner, j'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié la nouvelle application bancaire. Les chiffres brillaient en un beau texte vert vif sur l'écran haute résolution. L'argent était en sécurité. Il était complètement intouchable. Ma forteresse avait été déplacée, et le pont y menant avait été réduit en cendres. Maintenant, il était enfin temps d'emballer le château et de laisser les ruines derrière moi. Avec la somme massive d'argent complètement sécurisée dans une nouvelle institution, la phase logique suivante du plan exigeait l'effacement complet et total de ma présence physique dans l'Ohio. Le vendredi soir, juste avant la fin de mon quart, je suis entré directement dans le bureau désordonné du contremaître de l'atelier. J'ai laissé tomber mes lourds gants de cuir cicatrisés sur son bureau, et je lui ai tendu une seule feuille de papier, soigneusement tapée. C'était ma démission immédiate, effective dès cette nuit-là. Il était complètement choqué. J'étais son gars le plus fiable, celui qui ne se plaignait jamais et prenait toujours les heures supplémentaires. Mais il connaissait aussi la réalité de l'industrie du soudage industriel. Et quand je lui ai calmement dit que je venais d'accepter un contrat hautement confidentiel, extrêmement dangereux, pour souder des oléoducs commerciaux à Prudhoe Bay, en Alaska, il a simplement hoché lentement la tête et m'a fermement serré la main. Le travail en Alaska était brutal, un travail glacial, mais il payait exactement le double de ce que je gagnais maintenant. Il venait également avec un logement d'entreprise subventionné, une prime de risque pour conditions météorologiques extrêmes, et, le plus important, il était géographiquement situé à 4000 miles de toute personne nommée Calisté. Le samedi matin, dès que le soleil s'est levé, j'ai officiellement résilié mon bail mensuel pour mon appartement déprimant. Je n'avais pas grand-chose à emballer, ce qui a rendu le processus incroyablement rapide. 11 années d'extrême frugalité et de concentration unique signifiaient que toute ma vie pouvait confortablement tenir dans la benne rouillée de mon vieux pick-up Ford. J'avais quelques sacs de sport en toile délavés remplis de vêtements de travail, une nouvelle boîte d'équipement thermique hivernal robuste pour la toundra alaskienne, et la lourde boîte à outils métallique de grand-père Arlon contenant la clé à molette en fer qui avait tout déclenché. J'ai passé tout le samedi après-midi à nettoyer l'appartement vide jusqu'à ce que les sols en linoléum bon marché et écaillés brillent et que l'odeur d'eau de javel domine l'odeur de vieux tapis. J'ai remis les clés en laiton au propriétaire grincheux, récupéré mes 500 $ de caution en espèces, et je suis parti sans me retourner. J'étais officiellement sans abri dans l'état de l'Ohio, et je ne m'étais jamais senti aussi incroyablement et dangereusement libre de toute ma vie. Le dimanche arriva enfin, le jour du sacro-saint dîner familial hebdomadaire. Le dîner où ils prévoyaient de s'asseoir en face de moi, de me regarder droit dans les yeux, de me sourire de leur faux sourire, et de me servir du poulet rôti bon marché, tout en croyant secrètement qu'ils venaient de me voler avec succès 240 000 $ de mon avenir. Ne laissant absolument rien derrière moi, à part l'air froid de la nuit, ils levèrent les yeux, souriant chaleureusement, pensant que j'entrais aveuglément dans leur piège soigneusement tendu. Ils n'avaient absolument aucune idée que ma chaise était déjà vide.
Si cette histoire vous parle et que vous savez ce que signifie cesser d'être le plan de secours de votre famille, veuillez considérer de soutenir la chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville ou état vous regardez ce soir. Chaque interaction aide plus de gens à découvrir ces histoires vraies. L'atmosphère dans la salle à manger était lourde d'une étrange et suffocante célébration forcée. Normalement, les dîners dominicaux chez les Calisté étaient prévisibles et bon marché. Ma mère rôtissait un poulet sec et sans saveur, le servait avec de la purée de pommes de terre instantanée, et se plaignait du coût croissant de l'épicerie. Mais ce soir était entièrement différent. Ce soir, la lourde table à manger en chêne était dressée avec la bonne porcelaine, habituellement réservée à Thanksgiving. Au centre de la table trônait un énorme rôti de côte de bœuf de Choix, parfaitement cuit, entouré d'asperges rôties et de pain artisanal. Une bouteille de vin rouge incroyablement cher, le genre qui coûte plus d'une journée de mon salaire, était déjà à moitié vide. Il célébrait activement. Il festoyait sur le butin imaginaire d'une guerre qu'il pensait avoir déjà gagnée en secret. Je pris ma place habituelle au bout de la table, le plus près de la porte de la cuisine. La chaise était légèrement bancale, un défaut que personne n'avait jamais pris la peine de réparer parce que c'était seulement ma chaise. Je m'assis tranquillement, le visage complètement inexpressif. Cachon était assis directement en face de moi, et il avait l'air d'un homme qui venait de gagner à la loterie. Il portait une chemise de créateur d'un bleu pâle, impeccable, les 2 premiers boutons défaits pour laisser apparaître une fine chaîne en or. Il faisait tournoyer le vin rouge coûteux dans son verre en cristal, adossé à sa chaise avec un air d'arrogance absolue et intouchable. À côté de lui était assise sa magnifique fiancée, Alon. Elle rayonnait pratiquement d'excitation, complètement inconsciente des courants toxiques qui tourbillonnaient dans la pièce. Elle parlait à toute vitesse de leur futur projet de lune de miel. Elle mentionna une villa de luxe en Toscane, en Italie, et une excursion en bateau privé le long de la côte amalfitaine. Chaque fois qu'elle mentionnait une dépense massive, Cachon se contentait de hocher la tête, de prendre une gorgée de son vin, et de jeter un rapide coup d'œil suffisant dans ma direction. Béatrix, ma mère, vibrait d'une chaleur douceâtre, et entièrement fausse. Elle me proposait sans cesse plus de pain, me demandait comment allait le sale atelier de soudure, et souriait en montrant trop de dents. C'était le genre de gentillesse exagérée qu'un prédateur affiche juste avant que le piège ne se referme. Elle pensait être subtile. Elle pensait que j'étais trop stupide pour remarquer le changement dramatique soudain dans son comportement. Mais je ne regardais pas ma mère. Je regardais Cachon. Malgré sa posture confiante, ses yeux ne cessaient de se poser sur son téléphone coûteux posé sur la table, à côté de son assiette. Il attendait la fin du week-end. Il attendait que les systèmes bancaires s'ouvrent le lundi matin pour que sa nouvelle copropriété soit officiellement reflétée sur son tableau de bord numérique. Il pensait que les 240 000 $ étaient déjà légalement à lui. Il avait juste besoin que le temps s'écoule. Le dîner progressa avec une lenteur exaspérante. Nous mangeâmes le coûteux rôti de côte de bœuf. Je mâchais la viande méticuleusement, ne goûtant rien, mon cœur battant d'un rythme lent, lourd et mécanique. Je n'étais pas nerveux. Je ressentais le détachement clinique étrange d'un expert en démolition regardant un compte à rebours atteindre 0. Enfin, alors que Béatrix commençait à débarrasser les assiettes du dîner pour apporter un extravagant gâteau au chocolat, le silence se fit dans la pièce. Le bavardage ambiant s'éteignit. L'horloge qui tournait avait atteint sa dernière minute. Mon père, Montgomery, s'essuya la bouche avec une serviette en lin, et la posa soigneusement à côté de son assiette. Il s'éclaircit bruyamment la gorge, attirant l'attention de toute la pièce. Il se redressa complètement, gonfla la poitrine, et adopta la posture pompeuse et autoritaire d'un grand patriarche se préparant à prononcer un discours historique. Il me regarda directement, le long de la table. Gideon, commença Montgomery, sa voix lourde d'une fausse solennité et d'une sagesse paternelle forcée. Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi récemment à l'avenir de cette famille. Nous avons pensé à l'héritage, à la responsabilité, et à la façon dont nous devons tous nous soutenir mutuellement pendant les transitions critiques de la vie. Je posai ma fourchette. Je posai mes mains rugueuses et calleuses à plat sur le bord de la lourde table en chêne. Je le regardai droit dans les yeux et ne dis pas un seul mot. Cachon entre dans un chapitre très important de sa vie, continua Montgomery, faisant un grand geste vers mon frère, qui se redressa immédiatement. Il épouse Alon. Il construit un vaste réseau professionnel.
Il a de sérieuses obligations financières qui nécessitent une solide fondation liquide. Nous sommes au courant du compte fiduciaire que ton grand-père t'a laissé. Nous savons qu'il a considérablement grossi. Et franchement, Gideon, tu n'as absolument aucun besoin de ce genre de capital, qui traîne dans un coin sombre, à prendre la poussière. L'audace absolue de ces mots flotta dans l'air chaud de la salle à manger. Il essayait en fait de justifier le vol en face de moi, le présentant comme un noble devoir familial. Il tentait de réécrire la réalité pour pouvoir dormir tranquillement la nuit. C'est à ce moment précis qu'il a claqué sa lourde main à plat sur la table, faisant violemment teinter les couverts. C'est la famille, Gideon, ordonna Montgomery, sa voix résonnant sèchement sur les murs de la salle à manger. Tu partageras. Son mariage est important. Ton frère en a plus besoin que toi d'un autre ensemble d'outils graisseux. Le silence qui suivit fut absolu. C'était si silencieux que j'entendais le léger tic-tac rythmique de l'horloge grand-père ancienne dans le couloir. Cachion eut un sourire narquois, se penchant légèrement en avant, attendant que j'explose. Il attendait que je crie, que je devienne rouge, que je fasse une crise de colère comme un enfant impuissant, afin de pouvoir jouer avec confiance le rôle de l'adulte mûr et réussi. Béatrix croisa les bras sur sa poitrine, les lèvres pincées, prête à me réprimander dès que j'élèverais la voix. Alon avait l'air légèrement confuse, ses yeux allant de Montgomery à moi, clairement totalement inconsciente de la sombre conspiration financière qui se déroulait juste devant son assiette. Je ne criais pas. Je ne me levais pas. Je ne clignais même pas des yeux. Je plongeais lentement la main dans la poche intérieure de ma veste délavée. Mes mouvements étaient délibérés, fluides, et complètement dénués de panique. Je sortis mon smartphone. L'écran était déjà déverrouillé. J'ouvris l'application bancaire héritée, celle liée au compte fiduciaire original qu'ils avaient frauduleusement détourné. Je tapotai l'écran une fois pour rafraîchir le solde. Je posai le téléphone à plat sur le bois lisse de la table. J'étendis mon index et poussai lentement l'appareil sur la surface polie. Il glissa devant le saucier à moitié vide, devant les coûteux verres à vin en cristal, et s'arrêta doucement à un pouce de l'assiette de Montgomery. « Vérifie le solde, papa, dis-je. » Ma voix était étrangement calme, comme du métal qui grince. Montgomery fronça les sourcils, clairement agacé par mon manque de soumission. Il baissa les yeux vers l'écran lumineux. Je regardai la seconde exacte où son cerveau traita les chiffres verts affichés dans l'application bancaire. C'était comme regarder un homme frappé par la foudre invisible. La couleur pompeuse et autoritaire s'effaça instantanément de son visage, laissant sa peau de la couleur des cendres sales. Sa bouche s'ouvrit légèrement, un petit halètement s'échappant de sa gorge. Sa main commença à trembler si violemment que lorsqu'il tendit le bras pour prendre le téléphone, il renversa son coûteux verre de vin. Le liquide rouge foncé se répandit sur la nappe de lin blanche comme du sang frais. Mais Montgomery ne le remarqua même pas. Il fixait simplement l'écran, dans une horreur absolue et paralysante. Quoi, exigea Béatrix, son faux sourire disparaissant instantanément. Montgomery, qu'est-ce que ça dit? Dis-moi. Elle arracha agressivement le téléphone de sa main tremblante. Elle regarda l'écran. Ses yeux s'agrandirent jusqu'à la taille de soucoupe. Elle laissa échapper un son aigu et haletant, reculant si vite qu'elle faillit trébucher sur sa propre chaise. Cachion, perdant complètement son sang-froid, se jeta pratiquement à travers la table. Il arracha le téléphone des mains de sa mère. Il fixa les chiffres lumineux. Sa mâchoire se relâcha. Le sourire suffisant et intouchable s'évapora dans l'air. L'écran affichait clairement le solde officiel et légalement contraignant du compte fiduciaire détourné. Solde, $0.15. Où est-il? S'étouffa Cachion, sa voix tombant instantanément d'une octave, épaisse de pure panique. Où sont les $240 000? Où est mon argent? La pure ironie de le voir appeler cela son argent fut l'étincelle finale dont j'avais besoin. Je me levai lentement de ma chaise bancale. Je boutonnai l'avant de ma veste délavée, m'assurant d'exposer l'épaisse cicatrice de brûlure déchiquetée sur mon bras gauche. Je regardai directement l'enfant prodige, qui hyperventilait actuellement devant un écran numérique affichant de la monnaie. Puis je souris. C'était le premier sourire authentique que j'avais montré dans cette maison depuis plus d'une décennie. Il était froid, acéré, et entièrement dénué de pitié. Parfait, dis-je, laissant le mot planer lourdement dans la pièce silencieuse. Tu peux payer le traiteur avec les 15 cents que j'ai laissés.
Cachon laissa tomber le téléphone sur la table comme s'il lui brûlait les doigts. Il me regarda, les yeux écarquillés d'une terreur sauvage et pure. « Que as-tu fait, Gideon? Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? » « J'ai fait exactement ce que vous m'avez appris à faire, » répondis-je, ma voix traversant la pièce comme un chalumeau de soudure. « J'ai protégé mes biens des voleurs. » Montgomery retrouva enfin sa voix. Il se leva, le visage de nouveau violemment rouge, pointant un doigt tremblant directement vers ma poitrine. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis le tuteur légal. Cet argent est la propriété de la famille. J'appellerai la police. Je te ferai arrêter pour avoir déplacé ces fonds sans mon autorisation explicite. » J'ai ri, un son sec et creux. « Appelle-les, papa, s'il te plaît, prends le téléphone tout de suite et invite les autorités fédérales dans cette salle à manger. J'adorerais t'entendre expliquer à un juge comment tu as falsifié une procuration médicale, prétendant que j'étais mentalement incompétent pour voler $250 000. » Montgomery se figea. Son bras retomba lentement le long de son corps. La menace de la police avait instantanément eu l'effet inverse, et la réalité écrasante de sa propre fraude criminelle pesa lourdement sur ses épaules. Le patriarche était mort. La salle à manger sombra dans un chaos absolu. Cachon hyperventilait presque, serrant les bords de la table si fort que ses jointures devinrent complètement blanches. « Tu dois le remettre, » cria Cachon, sa voix se brisant en un gênement aigu et pathétique. « Tu ne comprends pas. Tu dois le transférer tout de suite, Gideon. J'ai besoin de cet argent d'ici demain matin, sinon je suis complètement mort. »« Tu veux dire que tu as besoin de mon argent ?» le corriguai-je froidement. « L'argent que tu n'as jamais gagné en travaillant une seule heure. L'argent que tu as essayé de voler dans mon dos. » Alon était restée assise dans un silence stupéfait, ses yeux allant frénétiquement entre son fiancé hurlant et mon expression complètement imperturbable. Elle retrouva enfin sa voix. « Cachon, qu'est-ce qui se passe? De quel argent parle-t-il? Pourquoi as-tu besoin de ces économies d'ici demain matin? Tu m'as dit que tu avais clôturé 3 énormes propriétés commerciales le trimestre dernier. » Cachon se tourna vers elle, la sueur de la panique traversant sa chemise de soie coûteuse. « Ce n'est rien, Ellie. C'est juste un malentendu, un problème temporaire de trésorerie. Gideon est juste égoïste et dramatique. » « Dramatique, » répétai-je, plongeant la main dans la poche intérieure de ma veste pour la 2e fois. Je n'avais pas seulement apporté mon téléphone à ce dîner. J'étais venu entièrement préparé à réduire en cendres tout l'empire factice. Je sortis une épaisse pile de papier froissé. C'étaient les relevés de cartes de crédit et les avis de dernière sommation que j'avais pêchés dans la poubelle de la cuisine plus tôt dans la semaine. Quand il pensait que je ne regardais pas, je jetai la lourde pile directement au centre de la table. Les papiers s'éparpillèrent parfaitement, atterrissant juste sur le vin rouge renversé et les coûteuses coupes de côte de bœuf. « Parlons de dramatique, » dis-je, regardant directement Alon. Je ressentis un léger pincement de pitié pour elle, mais elle devait connaître la vérité avant d'enchaîner sa vie à un navire qui coulait. « Je suis vraiment désolé, Alon, mais ton fiancé n'a pas clôturé 3 propriétés commerciales. Il n'a pas conclu une seule affaire en 8 mois. Il est actuellement endetté de $45 000 auprès de prêteurs obscurs à taux d'intérêt élevés. » La mâchoire d'Alon tomba. Elle regarda les papiers sur la table, reconnaissant le nom de Cachon imprimé en caractères gras, à côté de soldes négatifs massifs. « $45 000, murmura-t-elle, la couleur s'échappant de ses joues. Cachon se précipita pour saisir les papiers, mais je me plaçai devant lui, bloquant son bras. « Ce n'est pas tout, » continuai-je, ma voix calme et impitoyable. « Cette fantaisiste Mercedes garée dans l'allée? C'est un leasing, et il y a 3 mensualités impayées. La société de récupération vient la prendre cette semaine. Ce magnifique pantouse que vous décoriez tous les deux? Il a 3 mois de retard sur le loyer, et les avis d'expulsion ont déjà été déposés. Les costumes de marque, le champagne millésimé, les abonnements au club de golf, tout est entièrement faux, acheté avec un crédit toxique qu'il ne pourra jamais rembourser. » Alon tremblait maintenant. Elle baissa lentement les yeux vers sa main gauche. Elle fixa l'énorme bague de diamants scintillante à son doigt. Je suivis son regard et hochai lentement la tête. Oui, même la bague. Il l'a financée avec un plan de paiement sur 5 ans à taux d'intérêt élevé, et il a manqué les paiements il y a 30 jours. Tu portes une pierre volée. Alon. Arrête ça, hurla Béatrix,
se remettant enfin de son choc initial. Elle courut autour de la table et tenta de me repousser physiquement d'Alon, mais je restai immobile comme un pilier de béton. « Tu es en train de tout ruiner. Tu détruis la vie de ton frère par pure jalousie. Tu es un monstre. » Alon ne regarda pas ma mère. Elle regarda directement Cachion. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle. Sa voix était à peine un murmure, mais elle fendait les cris dans la pièce comme une lame froide. « Cachion, regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'il ment. Dis-moi que la bague est payée. » Cachion ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il regarda le sol. Il regarda le vin renversé. Il regarda partout sauf la femme qu'il était censé épouser. Le silence fut sa confession complète et totale. Alon laissa échapper un sanglot dévastateur, le cœur brisé. Elle couvrit sa bouche des deux mains, les larmes coulant instantanément sur ses cils, ruinant son maquillage coûteux. Elle réalisa à cet instant précis que l'homme réussi, riche et brillant dont elle était tombée amoureuse n'existait pas réellement. C'était une coquille vide, entièrement construite sur des mensonges, des dettes, et la volonté désespérée de voler son propre frère pour maintenir l'illusion. Merci à tous ceux qui écoutent encore et qui traversent cette tempête avec moi. Si vous êtes profondément investi dans cette histoire, laissez un commentaire avec les mots « toujours là ». C'est un petit gage d'honneur me faisant savoir que vous êtes arrivé au point culminant, et je promets d'aimer et de répondre personnellement à chaque commentaire contenant ces mots. Maintenant, finissons de brûler ce pont. Béatrix, réalisant que la façade était complètement brisée et qu'Alon s'échappait, pivota désespérément sa stratégie. Elle abandonna la colère et passa immédiatement à l'incarnation du rôle de la victime tragique et impuissante. C'était une tactique de manipulation que je l'avais vue utiliser 1000 fois auparavant, mais cette fois, elle n'avait absolument aucun pouvoir sur moi. Elle se précipita vers moi, les larmes coulant sur son visage, et saisit agressivement les manches de ma veste délavée, ses ongles manucurés s'enfonçant dans mes bras. « Gideon, s'il te plaît, » sanglota-t-elle, sa voix tremblante d'une agonie fabriquée. « Tu dois arrêter ça. Tu nous déchires. Nous sommes une famille. Nous allons complètement mourir sans cet argent. Cachion ira en prison pour ses prêts. Ton père et moi perdrons la maison parce que nous avons co-signé son appartement. Tu es l'aîné. Tu es habitué à lutter. Tu es fort. Tu peux regagner cet argent, mais Cachion est fragile. Il ne peut pas survivre à ça. Et un cœur, s'il te plaît. » Je baissai les yeux sur la femme qui avait passé les 11 dernières années à me traiter comme un inconvénient sale. Je regardais les mains qui agrippaient ma veste, les mêmes mains qui avaient signé avec empressement les documents me déclarant mentalement incompétent. Je levai la main et attrapai ses poignets. Je ne serrais pas fort, mais ma prise était ferme, froide, et complètement inébranlable. Je détachai lentement ses doigts de ma veste et repoussai ses mains. Puis je relevai délibérément la manche gauche de ma veste, exposant l'énorme cicatrice de brûlure, blanche et déchiquetée, qui couvrait tout mon avant-bras. Je tendis mon bras pour que le lustre lumineux de la salle à manger illumine chaque couche tordue de tissu endommagé. « Tu vois ça, maman ?» demandai-je, ma voix dangereusement basse. Je n'ai pas eu ça en étant assis dans un bureau climatisé, portant un costume de soie. J'ai eu ça en travaillant un quart de 20 heures dans un garage industriel toxique, pour pouvoir économiser $1000 supplémentaires. J'ai passé 11 ans à respirer des fumées métalliques toxiques, à manger des haricots en conserve, et à conduire un camion-piège mortel. J'ai souffert, mais je n'ai pas souffert parce que j'étais né pour être le paillasson de cette famille. J'ai souffert parce que je pensais construire un avenir. Je baissai ma manche. Je suis fort. Tu as raison. Mais ma force n'est plus disponible pour subventionner sa faiblesse. Montgomery, qui était resté figé sur sa chaise, se leva soudainement. Il tenta de rassembler un dernier soupçon d'autorité patriarcale. Tu reverras cet argent sur le compte joint d'ici demain matin, Gideon, ou tu ne seras plus jamais le bienvenu dans cette maison. Je te renierai. C'était la menace la plus pathétique que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Il menaçait de me jeter d'un bâtiment en feu. Je regardais mon père et secouais lentement la tête, ressentant un sentiment profond de pitié pour le petit homme désespéré qui se tenait devant moi. « Tu n'as pas à me renier, papa, » dis-je calmement. Parce que depuis hier après-midi, le service de la fraude de la banque a officiellement signalé tes documents de procuration médicale. Ils savent que la signature est frauduleuse. Ils savent que les allégations médicales sont entièrement fabriquées.
La spécialiste senior en gestion des risques a déjà transmis le dossier complet à leur service juridique interne. Si l'un de vous tente de contacter ma nouvelle banque, ou si vous essayez de m'appeler pour demander un seul centime, je leur donnerai personnellement l'instruction de déposer des plaintes pour fraude fédérale. Les assignations seront à votre porte d'ici mardi matin. La bouche de Montgomery se referma. Le dernier souffle d'air s'échappa de sa poitrine. Il s'affaissa littéralement en avant, posant lourdement ses mains sur le bord de la table à manger pour empêcher ses jambes de s'effondrer. Le grand patriarche, l'homme qui avait constamment rabaissé ma carrière et mon intelligence, était complètement vaincu par un soudeur manuel qui avait réellement lu la paperasse. « Vous n'êtes pas ma famille, dis-je, balayant les trois du regard. Grand-père Arlon était ma famille. Vous trois n'êtes que des parasites à court de sang à sucer. » La finalité absolue de mes mots brisa le dernier fil qui maintenait la pièce ensemble. Alon ne dit pas un mot de plus à Cachion. Elle ne cria pas. Elle n'exigea pas d'excuses. Et elle ne demanda pas d'explication. Elle tendit simplement la main gauche. Ses doigts tremblèrent violemment alors qu'elle saisissait l'énorme bague de diamants frauduleuse. D'une seule traction nette et délibérée, elle retira le métal coûteux de son doigt. Cachion se précipita en avant, tombant à genoux sur le parquet juste à côté de sa chaise. « Non, Ellie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je peux arranger ça. Je jure devant Dieu, je peux arranger ça. Donne-moi un mois de plus. » Alon le regarda avec une expression de dégoût pur et non altérée. Elle ne lui rendit pas la bague. Elle la jeta. Le lourd diamant rebondit sur la poitrine de Cachion et cliqueta bruyamment sur le parquet, roulant sous la table à manger pour se poser à côté d'un morceau de pain tombé. Elle fit volte-face, saisit son manteau de créateur du dossier de sa chaise, et s'élança hors de la salle à manger. Quelques secondes plus tard, la lourde porte d'entrée en bois claqua si violemment que les photos encadrées sur les murs du couloir en tremblèrent. Cachion resta à genoux, fixant le sol où la bague avait atterri. Il laissa échapper un grand hurlement pathétique, enfouissant son visage dans ses mains, complètement brisé. J'en avais assez vu. L'intégrité structurelle de l'illusion était complètement détruite. La démolition fut un succès total. Je me retournai, fermai ma veste de travail délavée, et me dirigeai vers le couloir. Je ne regardai pas en arrière. « Où penses-tu aller » hurla Béatrix derrière moi, sa voix stridente et désespérée, résonnant dans la maison. « Tu ne peux pas simplement nous quitter. Où vas-tu aller, Gideon ? Tu vas retourner dans ton sale et pathétique petit appartement. Tu n'as personne. Sans nous, tu n'es qu'un mécanicien sale et sans éducation. Tu mourras seul. » J'atteignis la porte d'entrée, posai ma main sur la poignée en laiton froide, et m'interrompis. Je ne me retournai pas pour lui faire face. Je plongeai simplement la main dans ma poche droite et en sortis mon gros trousseau de clés. J'appuyai sur le bouton de démarrage à distance de mon camion. Un rugissement mécanique fort et agressif retentit de la rue. Le lourd moteur diesel de mon pick-up Ford rouillé démarra en rugissant bruyamment, assez pour faire vibrer les fenêtres de leur maison de banlieue impeccable. Les phares jaunes vifs traversèrent l'obscurité, illuminant la pelouse avant. Je regardai par-dessus mon épaule une dernière fois. Béatrix se tenait dans le couloir, haletante, le visage maculé de maquillage ruiné. Montgomery était toujours lourdement appuyé contre la table à manger, fixant le vide. Cachion sanglotait sur le sol. « Je ne retourne pas à l'appartement, maman, dis-je, ma voix parfaitement calme et complètement stable. J'ai résilié le bail hier. J'ai vidé la pièce. Tout ce que je possède dans ce monde est actuellement attaché à l'arrière de ce camion. » Les yeux de Béatrix se tournèrent vers la fenêtre, regardant le camion en marche dans la rue. « Quoi ? De quoi parles-tu ? » « Je pars, déclarai-je simplement. J'ai un nouveau contrat, un meilleur. Loin de l'Ohio, loin de cette maison. Je n'ai pas ma place ici. Je ne l'ai jamais eue. J'ouvris la lourde porte d'entrée et sortis dans la nuit glaciale d'automne. Gideon, attends, cria-t-elle, faisant un pas désespéré en avant. Mais je n'attendis pas. Je tirai la porte derrière moi. Le clic solide du loquet scella le tombeau. Je descendis l'allée en béton, sentant le vent glacial me frapper le visage. C'était incroyable. C'était comme respirer de l'oxygène pur pour la toute première fois en 11 ans. J'atteignis la rue,
monter dans la cabine de mon camion au ralenti, et passer la vitesse. Je ne regardais pas dans le rétroviseur en m'éloignant. Je regardais juste la route devant moi, les phares traçant un chemin lumineux à travers l'obscurité, me menant hors des ombres et entièrement dans ma propre vie. 3 mois se sont écoulés depuis ce dîner dominical. Le paysage derrière ma fenêtre a radicalement changé. J'ai troqué le ciel industriel gris et déprimant de l'Ohio contre les montagnes massives, à couper le souffle, couvertes de neige de Prudhoe Bay, en Alaska. En ce moment, je suis assis dans une cabine d'entreprise lourdement isolée, incroyablement chaude. J'ai une tasse de café noir forte à la main, et le radiateur d'appoint robuste ronronne doucement dans le coin. Le travail sur l'oléoduc ici est éreintant. Le vent mord à travers les vêtements. Le métal est glacial au toucher. Et les quarts sont longs. Mais j'adore ça. Le salaire est exactement le double de ce que je gagnais chez moi. Et plus important encore, le silence ici est magnifique. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de luxe factice ici sur la glace. On est entièrement jugé par la qualité de ses soudures et la force de son éthique de travail. Mon compte bancaire privé à haut rendement s'élève maintenant à 260 000 $. La forteresse se renforce chaque jour. Je n'ai pas prononcé un seul mot à mes parents ou à mon frère depuis la nuit où je suis sorti par cette porte. J'ai complètement changé mon numéro de téléphone avant même de franchir la frontière de l'État. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un long email d'une cousine éloignée qui adore les potins de famille. Je n'avais pas demandé la mise à jour, mais sa lecture a certainement procuré un profond sentiment de clôture. Alon a tenu parole. Elle a définitivement annulé le mariage, a complètement bloqué Cashion sur toutes les plateformes, et a déménagé à travers le pays pour recommencer. Sans le mariage pour protéger sa réputation, l'empire factice de Cashion s'est effondré du jour au lendemain. Les agents de recouvrement se sont présentés à son bureau immobilier de luxe un mardi après-midi et ont remorqué la Mercedes en leasing juste devant son patron et ses riches clients. Il a été licencié 2 jours plus tard. L'expulsion a eu lieu, et il a été contraint d'emballer ses costumes de marque dans des sacs poubelles et de déménager directement dans le sous-sol humide de la maison de mes parents. D'après ce que ma cousine m'a dit, il travaille actuellement 30 heures par semaine comme serveur dans un restaurant de chaîne locale, essayant agressivement de rembourser les énormes prêts obscurs avant qu'ils ne le traînent en justice. Quant à Montgomery et Beatrix, leur glorieuse réputation de banlieue est en lambeaux. Le service de la fraude de la banque a fait exactement ce que j'avais dit qu'il ferait. Bien qu'ils n'aient pas engagé de poursuite pénale, car aucun argent n'a été volé avec succès, ils ont définitivement signalé le numéro de sécurité sociale de mon père pour usurpation d'identité et fraude financière. Mes 2 parents ont vu leur carte de crédit premium annulée brusquement, et ils ont été officiellement mis sur liste noire pour toute nouvelle demande de prêt ou d'hypothèque. Ils sont piégés dans cette grande maison avec un serveur profondément déprimé vivant dans leur sous-sol. Contraint de regarder enfin la réalité qu'ils ont créée, je pris une gorgée de mon café chaud et posai la tasse sur la table en bois. À côté de la tasse se trouvait la clé à molette en fer, rouillée et lourde, de grand-père Arlon. J'essuyais une petite tache de graisse sur le manche avec mon pouce. Grand-père avait absolument raison. L'argent ne change pas les gens. Il agit simplement comme une loupe. Il expose exactement qui ils ont toujours été, sous les sourires polis et les vêtements fantaisistes. Pendant 11 ans, j'ai pensé qu'être un bon fils signifiait me sacrifier juste pour garder ma famille au chaud. Je pensais que la loyauté signifiait accepter les miettes pendant qu'ils festoyaient de mon travail. Mais m'éloigner d'eux n'était pas un acte de cruauté. M'éloigner d'eux a été le tout premier acte d'autopréservation que j'ai jamais commis. Laisser ces 1500 sur le compte n'était pas seulement une farce. C'était un miroir. Je les ai forcés à regarder exactement ce qu'ils avaient gagné. Ils voulaient que je partage mon avenir. Alors, j'ai partagé exactement ce qu'ils méritaient. Beaucoup de gens, surtout ceux qui ont grandi dans des foyers traditionnels, m'ont dit que le sang est plus épais que l'eau. Ils disent que la famille est tout, et que j'étais bien trop impitoyable pour avoir détruit les fiançailles de mon frère et signalé mes propres parents au service de la fraude de la banque. Ils croient que j'aurais dû simplement prendre l'argent et partir tranquillement sans brûler la maison. Qu'en pensez-vous? Ai-je franchi une ligne en exposant l'énorme dette de Cashion à Alon? Ou ai-je simplement protégé une femme innocente de l'épouser un fraudeur? Suis-je un méchant au cœur froid? Ou ai-je simplement cessé de jouer le rôle de la victime? Veuillez vous joindre aux commentaires dès maintenant et partager vos réflexions.
Si vous avez déjà dû vous couper de membres toxiques de votre famille pour protéger votre propre santé mentale ou vos économies, je veux entendre votre histoire. Continuons cette conversation. Et si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner, pour plus d'histoires vraies et sans filtre de karma et de prise de position. Merci d'être là, et restez fort.